Bonjour à tous et à toutes. Je me présente. Je suis Albertine Jourdao. Je suis formatrice et chef de projet. Je suis aujourd'hui devant vous pour vous parler d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur. C'est le secteur non marchand et l'insertion socio-professionnelle plus particulièrement. Alors, vous voyez l'intitulé de ma présentation, parce que je vais, à travers un exemple concret, celui que je connais le mieux, moi-même, vous parler un petit peu de ces parcours à l'envers. Mais avant cela, je vais brosser avec vous un petit tableau du secteur non marchand et de l'insertion socio-professionnelle. Nous le connaissons tous, mais un petit rappel ne fera de mal à personne. Voilà, le secteur se caractérise par des formes juridiques particulières. Il se caractérise également par le fait qu'il y a des secteurs d'activité. Dans ces secteurs d'activité, nous avons la possibilité d'avoir toute une série de choses que l'on rencontre et que l'on retrouve de manière très sympathique et que nous connaissons. Alors, le secteur se caractérise également par son public cible. Son public cible, c'est le cœur du métier. Et ce sont des personnes qui rencontrent toute une série de difficultés. Des difficultés en général qui sont multiples et cumulées. Une difficulté en soi, voire deux, ben voilà, on les surmonte. Lorsqu'on cumule à la fois des problématiques économiques, des fragilités sociales, des absences de réseau, etc., alors tout devient beaucoup plus complexe. Dans l'insertion socio-professionnelle, il y a deux enjeux majeurs. Le premier, c'est d'aider les personnes et c'est de les aider à surmonter leurs difficultés. Vous voyez, dans le schéma, la manière d'être face à une difficulté, il y a la première manière, c'est on fait demi-tour et puis c'est tout, quoi. Puis d'autres réussissent sans en avoir vraiment confiance également, ni vraiment de mérite particulier. C'est facile, c'est un parcours linéaire, et puis il y en a d'autres qui, boum, tombent. Et l'insertion socio-professionnelle va être là pour les aider, soit à ne plus tomber dans le prochain trou, soit à remonter plus rapidement chaque fois qu'ils tomberont. Et pour cela, ça va nécessiter une coordination entre des tas de services au logement, pour la santé, etc. Ici, quelques statistiques par rapport au secteur, et vous allez voir, ça parle d'eux-mêmes. Donc voilà un peu la place de l'insertion socio-professionnelle. On va juste retenir que ça représente 40% de l'économie belge, ce qui est quand même assez considérable. Et de l'autre côté, vous avez la répartition entre la Flandre et la Wallonie. Wallonie et Bruxelles sont ensemble, donc voilà. Ils ont l'air plus petits, mais ils sont à deux. Alors, de l'autre côté, vous avez emploi et formation. Parce que l'emploi est le but, et la formation est très souvent envisagée comme un préalable. Et dans ce secteur, vous avez toute une série d'organisations, l'économie sociale, les centres, les OISP, que certains connaissent, etc. Je ne vais pas m'attarder sur toutes ces nomenclatures, c'est juste pour montrer un petit peu la pluridisciplinarité qui est nécessaire. L'insertion socio-professionnelle s'envisage très souvent comme un parcours linéaire où l'on envisagerait le fait qu'il faut d'abord apprendre à lire et écrire via l'alphabétisation, faire des formations de base, des préformations, des formations qualifiantes et ou éventuellement des formations par le travail. Les statistiques des demandeurs d'emploi nous montrent également qu'il y a un lien, une corrélation importante entre le travail, l'accès au travail et le statut de demandeur d'emploi en corollaire et le niveau d'études des gens. Quelque part, moins on a étudié, moins en tout cas on a de qualifications reconnues, plus il est difficile de trouver un emploi. Si on est dans un parcours linéaire,
Voilà, on va faire des études, et puis en parallèle, avec la vie privée, on va, une fois qu'on a terminé l'obligation scolaire, enfin les études qui vont bien au-delà de l'obligation scolaire, on trouve un travail, un partenaire de vie, on s'offre une parentalité avec 1, 2 poussins. Et en dehors du parcours classique, on va où on veut finalement. Un parcours classique mène à tout, à condition d'en sortir. Et puis, tous les chemins mènent à Rome. Ici, je vais aborder la partie un petit peu plus personnelle, qui est mon parcours à moi. Mon parcours à moi, il commence par un grand chamboulement. J'ai 7 ans, on vient me chercher chez ma mère et on m'emmène en Europe. Et quelque part, ce déracinement, il est fait avec plein de bonnes intentions. C'est me sortir de mon terreau noir pour m'offrir le meilleur de mon métissage, une éducation chez les Blancs. Donc je fais quelques milliers de kilomètres, et puis là, j'ai découvert la neige. Wow, la neige, sa blancheur, sa froideur. Mais j'ai eu aussi un petit peu peur. Je suis arrivée le 14 avril 1970, et vous vous rappelez l'incident d'Apollo 13. Et donc tout le monde en parlait. Est-ce qu'il y aura encore de la neige? Après ça, il y a eu Apollo 14 qui a marché sur la Lune. Et je le sais, parce que mon institutrice, Madame Micheline, écrivait au tableau noir. On a marché sur la Lune. Et j'ai appris à lire et à écrire avec ces mots-là. C'est beau quand même pour voyager, rêver de la Lune. Alors, comme illustration de mon parcours à l'envers, en termes de formation, j'ai fait des études classiques. Je suis arrivée dans une école d'assistante sociale et puis j'ai fait un stage dans un CPAS. Et là, boum, je vois des gens désabusés, des gens tristes qui disaient on ne sert à rien, on sert juste de mon contact. Et là, moi, je me suis dit, ah non, moi, je ne veux pas me sentir un jour comme un bon contact, sans empathie, avec le public cible. Alors, j'arrête tout, là, c'est tout, j'arrête tout. Il faut que je fasse quelque chose d'important. J'ai cherché, je me suis dit, je vais être maman de 5 enfants. Et alors, voilà, je l'ai fait, avec quelques jobs alimentaires quand même, pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Et puis, au 4e enfant, c'était encore plus difficile que pour les autres. Et là, mon corps m'a dit non, il n'y aurait pas de 5e. Et pour faire le deuil de ce 5e, j'ai repris des études universitaires, enceinte de mon 4e enfant. Parce que voilà, j'étais là, je me dis, si j'y vais pas maintenant, j'irai plus jamais. Et donc, je suis partie. Et puis, une fois que j'ai eu, voilà, les études peut-être, pour répondre aux curiosités que je sens, j'ai fait d'abord ce qu'on appelle le baccalauréat, mais ce qu'on appelait à l'époque les candidatures à l'université de Montseno en psychologie et sciences de l'éducation, parce qu'à l'époque, il y avait une filière en horaire décalé. Mais une fois qu'on arrivait en master, en licence, il n'y avait plus d'aménagement. Donc là, j'ai arrêté un petit peu. J'ai fait une formation Sephora pour être plus en phase avec le monde du travail. Et puis après, j'ai repris à l'ULB, là où il y avait de nouveau des possibilités d'horaire décalé, une licence qu'on appelle aujourd'hui master en sciences du travail. Et alors, ce que j'ai pu me rendre compte, c'est que finalement, un parcours à l'envers, c'est un vrai cadeau. Ça m'a donné, dans la trentaine, un diplôme universitaire qui m'ouvrait enfin à des métiers beaucoup plus intéressants. Alors j'avais le choix, je pouvais me donner des objectifs formidables. 10 000 clous cette année, 15 000 l'année suivante. Mais vraiment, ça ne me tentait pas. Ce qui me tentait, c'était d'aller vers les gens, vers les autres, d'être en interaction avec eux. Parce que pour mon parcours personnel, grâce à cela, face à l'enfant primo-arrivant, pour avoir été déraciné, je pouvais me connecter avec lui. J'ai eu une enfance très solitaire dans un monde de vieux, de gens beaucoup plus âgés que moi, qui auraient pu être mes grands-parents, et donc un peu isolé. Donc un enfant autiste qui s'isole, je peux comprendre pourquoi. Il n'y a pas parfois de raison autre que celle-là. Et une mère de famille en difficulté, oui, je peux me connecter avec elle.
Et donc c'était ça qui était important pour moi. Alors ce que nous apprend également, c'est que l'atypique, qui est derrière chaque parcours à l'envers, il peut nous apprendre beaucoup. Et l'atypique, ça dit seulement qui ne répond pas au type habituel que l'on peut difficilement classer. Plein de gens sont dans ce cas. Mais être atypique, il faut oser. C'est sortir de la norme. Et c'est une prise de risque. Et alors les atypiques, ils se cachent. Il faut les repérer. Lorsque vous êtes en formation, repérez-les. Voyez ce petit renard qui se cache parmi les chiens. Et une fois qu'on l'a repéré, t'es vu, hein? Alors on peut travailler. L'atypique, c'est celui qui sait que tous les êtres ne se ressemblent pas. Aiguisons notre regard de formateur pour rendre unique chaque apprenant. Et face à la formation, l'atypique interpelle le système parce qu'il ne veut pas se conformer. Alors, arrêtons également avec ou grâce à l'atypique à former à des métiers d'hier. Des métiers qui dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans n'existeront plus. Allons de l'avant, interrogeons-les. Vous savez, face à une jeune femme, je lui explique toute une série de choses qu'elle pourrait faire. Et rien ne l'intéressait. Et puis j'ai vu slasheuse. Et je lui dis, ah ouais, c'est ça que je veux faire. Et ça, c'est un nouveau métier. Le métier, on aurait dit avant, bricoleur, touche à tout. On dit un autre mot pour dire cette volonté, cette particularité de ne pas s'enfermer dans quelque chose, dans une petite case, dans quelque chose qu'on fera pendant 30 ans. Et alors les atypiques, ceux d'hier dans lesquels je me reconnais, mais que peuvent-ils nous apprendre? Il faut d'abord savoir que moi j'ai été punk à 16 ans. J'ai reçu le disque de Sex Pistols. Anarchy on the UK, c'était quelque chose comme ça. Mais voilà, Génération No Future, ils ont 50 ans aujourd'hui. Et la formation continue ne doit pas les oublier. Parce que sinon on va leur dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de vous quand vous serez vieux? Pensons-y aujourd'hui. Et moi j'y pense, parce que voilà, Génération No Future, qu'est-ce que je vais faire quand je serai vieille? Alors, j'ai trouvé un bel outil qui est l'ikigai, qui consiste à trouver l'intersection de la mission, la passion, la vocation, la profession. Ce pourquoi on est, autrement dit, ce pourquoi on est payé, ce qu'on aime faire, etc. Et moi, mon ikigai, il est multiple, évidemment, un peu slasheuse. Formatrice pour la transmission, coach pour l'impulsion, thérapeute pour le développement personnel, mais surtout pour le contre-transfert, et manager pour le point de vue de globalité. Et pour terminer sur un dicton comme l'a fait précédemment, Chantal, voilà, ce que je veux, c'est l'idéal de Ralph Waldo Emerson. Rire beaucoup, je le dis en essayant de me rappeler, être apprécié des gens intelligents, des enfants, etc. etc. Voyez, sinon on peut lire ensemble. Rire souvent et beaucoup, gagner le respect des gens intelligents et l'affection des enfants. Savoir qu'un être a respiré plus aisément parce que vous avez vécu, c'est cela réussir sa vie. Et je suis sûre que vous partagez avec moi cela. Merci beaucoup.